Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce colloque avec la table ronde numéro 2, intitulée Défense pénale et justice négociée. De prime abord, ce sont deux vocables qui peuvent apparaître peut-être un peu contradictoires. Et pour autant, nous allons voir au fur et à mesure des interventions, des regards croisés, que c'est un concept qui petit à petit s'impose dans notre droit pour différentes raisons et qui devient particulièrement d'actualité aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Jean-Baptiste Perrier, professeur à Aix-Marseille Université, que vous connaissez déjà puisqu'il a ouvert ce colloque en sa qualité de président de la FDP. Également Emmanuel Marcini, avocat au barreau de Paris, et François-Xavier Dulin, premier vice-procureur au parquet national financier. Donc chacun va nous apporter, au travers de thématiques dégagées sur le sujet de la justice négociée, son regard de professionnel sur cette thématique pour nourrir nos débats et nourrir nos échanges autour de ce sujet. Je vais d'abord laisser commencer Jean-Baptiste Perrier. Merci beaucoup et rebonjour à toutes et tous. Je vais ne pas remercier une seconde fois les organisateurs, mais les saluer quand même de m'avoir fait l'amitié de me proposer d'intervenir à cette table ronde sur un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps et sur lequel je ne m'ennuie pas, celui des procédures négociées. Alors, il y a 12 ans, c'était la transaction. Ça n'a pas beaucoup changé. Dans une perspective peut-être un peu introductive pour nos échanges, avec cette démarche historique qui était souhaitée par les organisateurs, peut-être une histoire plus récente, parce que nous avons quand même convenu que, et certainement pas en présence de Boris Bernabé ou de Denis Salas, je n'allais pas faire de droit romain ou m'intéresser à la période médiévale. Même si, à cette période en particulier, il y avait des formes de transactions, de composition, très prononcées à une époque, ce qui peut faire écho, hein, dans les mouvements de flux et de reflux, où, du fait de la construction de ce qui n'était pas d'ailleurs un État, et une justice, l'incapacité à tout juger avait conduit à développer des procédures, de composition. Bah, il fallait bien faire quelque chose, qui était quand même assez proche de l'extorsion dans certains cas. C'est la raison pour laquelle elles ont été, largement, combattues. Si l'on s'intéresse à une période beaucoup plus récente, puisque cet avènement, je vais essayer de le fixer sur les 30 dernières années, la raison de cet avènement tient sans doute en un seul mot, mais qui a eu plusieurs sens. C'est celui de l'efficacité. Parce que la première forme d'accord à proprement parler, qui n'était pas une négociation, apparaît avec l'introduction de la composition pénale par la loi du 23 juin 1999, dans une loi dont le terme est utilisé, hein, c'est le renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Alors, une loi dont on avait dit qu'elle avait vocation à lutter contre les classements sans suite. À une époque, on indiquait que c'était 85% de classements sans suite. On est aujourd'hui à 86% de réponses pénales. C'est un miracle statistique avant tout, parce qu'on a surtout levé un grand nombre d'infractions dans l'assiette du calcul, ce qui permet d'améliorer le résultat tout seul. J'insiste pas sur ce point, mais cette composition pénale, au nom de l'efficacité, visait en particulier à permettre des accords pour apporter une réponse pénale de faible intensité, de très faible intensité, à des infractions de très faible gravité. C'est de ça dont il était question. Et cette efficacité, elle s'entendait de ce point de vue-là. La justice n'a pas les moyens, et c'est sans doute pas nécessaire de mettre en mouvement l'appareil judiciaire pour de petits délits, vraiment à nouveau de faible gravité. D'où cette réponse intermédiaire de troisième voie, plutôt qu'un classement, une forme d'alternative qui repose sur l'accord, sur le consentement de l'intéressé, un consentement qui est difficilement, euh, enfin, on suppose la reconnaissance des faits qui est difficilement non reconnaissable puisque les faits concernés étaient souvent des infractions très matérielles, en particulier des délits routiers. Donc c'est assez simple de dire vous avez le permis, vous l'avez pas. Euh, la reconnaissance des faits est assez rapide. Donc on a une efficacité euh, en lien avec des infractions de faible gravité que l'on ne pouvait pas, et à vrai dire même que l'on ne souhaitait pas juger, pour faire simple. Ce qui n'est pas tout à fait nouveau, je vais faire un tout petit peu d'histoire quand même, puisque on le faisait en réalité depuis bien longtemps en matière fiscale, en matière douanière, depuis la Révolution, même alors que cette Révolution avait voulu combattre toute forme de transaction. Très vite, on s'est dit oui, mais en matière fiscale et douanière, c'est impossible de faire autrement. Puis il y a une histoire derrière sur les contributions indirectes, sur le rôle des baillis, des sénéchaux.
J'y fais ici une simple référence. Cette efficacité évolue assez vite puisque l'intérêt de l'accord conduit à le déployer 5 ans plus tard, on est en 2004, avec la loi Perben 2 en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dans une autre logique d'efficacité, cette fois une efficacité sur la rationalisation des moyens judiciaires. Il ne s'agit plus d'éviter la voie judiciaire qui serait trop coûteuse et donc inefficace pour des infractions de faible gravité. Il s'agit plutôt de simplifier cette voie judiciaire. Pour les infractions de gravité intermédiaire, on est sur des peines d'emprisonnement qui peuvent être prononcées. Alors, on est encore sur un seuil d'1 an, donc nécessairement aménageable à l'époque, mais tout de même une peine d'emprisonnement pour des faits qui sont reconnus, c'est le principe même de la CRPC, tout simplement parce qu'il y a cette idée que l'on va retrouver dans les débats contemporains sur le plaidé coupable criminel, de savoir est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un débat qui va durer, alors en matière correctionnelle peut-être pas des heures, mais presque, alors même que les faits sont très simples, reconnus, et qu'il s'agit juste de choisir une peine, si cette peine peut être acceptée. Une efficacité donc cette fois sur une logique de rationalisation des moyens, gagne du temps, pour faire simple, mais avec une précaution quand même prise, en particulier dans la circulaire d'application de la loi de 2004, pour écarter toute forme de négociation. On avait en 2004 des débats qui invoquaient l'américanisation de la justice comme un spectre dont il faut à tout prix se méfier, sur ces formes de transactions qui sont véhiculées dans la culture populaire, dans les séries américaines où on voit le procureur et l'accusé qui vont dans la salle derrière, 15 ans, non 12, allez 10 si je vous donne un complice. Évidemment, tout ceci n'était pas le projet de la CRPC, et ça n'est pas d'ailleurs ce qui a cours aujourd'hui. Dans la circulaire, on indique bien, il n'y a pas de marchandage, il n'y a pas de discussion, c'est encore un système très vertical, c'est de la peine acceptée. Le procureur propose une peine, à prendre ou à laisser. Et certains magistrats du parquet continuent à appliquer, 20 ans plus tard, la CRPC sur ce modèle, en disant c'est comme ça et pas autrement, là où d'autres ont pu, et je pense à raison, développer des pratiques de discussion, très intéressantes au demeurant, puisque on avait pu travailler sur ce sujet à Aix-Marseille Université en assistant des rencontres CRPC, procureur qui disait j'envisage de proposer cette peine, je ne l'ai pas encore proposée. Mais qu'en pensez-vous? Et donc, on peut avoir des discussions et les magistrats du parquet qui le font apprécier justement cette démarche parce que cette justice discutée ou acceptée et non plus simplement verticale permettait d'avoir un moment de justice qui sort quand même de ces positions qui sont parfois un peu caricaturales au cours d'une audience pénale lorsqu'il n'y a pas de débat juridique, lorsque la procédure est régulière et que l'auteur est bien celui qui a commis l'infraction reprochée. Bon, bah, le procureur doit être celui qui représente la société pour venir dire que le mal est considérable et qu'il faut être sévère. Là, en sortant de cette position pour essayer de trouver la meilleure des peines, on a même vu des discussions évoluer à l'époque où c'était encore 1 an, d'une peine envisagée en sursis simple, aller vers un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui est absolument incongru dans un procès pénal, mais qui était utile pour ramener la durée d'épreuve de 5 ans à 18 mois. Voilà. Donc une discussion qui était même plutôt au profit et qu'on ne pourrait pas avoir dans un procès. Et ces pratiques de discussion se sont développées. Il y a même la pratique du post-it avec le petit post-it dans le dossier dans certaines juridictions où le procureur indique à l'avance la peine qu'il entend proposer. Ces pratiques ont été d'ailleurs légalisées en 2019 avec la loi du 23 mars, avec la possibilité désormais reconnue, alors c'était pas interdit, mais cette reconnaissance est une incitation pour le magistrat du parquet de faire connaître par tout moyen, un post-it ou autre, avant l'audience, enfin avant la proposition de peine, la peine justement qu'il entend proposer, ce qui permet à l'avocat de travailler le cas échéant avec son client pour apporter des éléments, ce qui est aussi à double tranchant, puisque euh, si la proposition est faite et que l'avocat indique à son client qu'il va essayer d'obtenir mieux et que la peine ne change pas, que la proposition est la même, il y a peut-être une appréciation du client ici sur l'opportunité de l'intervention de l'avocat qui pourrait être cruelle. Donc il faut voir ensuite, quand la peine est indiquée, est-ce qu'il y a un espace de discussion ou c'est juste pour se préparer psychologiquement à cette peine? On voit tout de même que de cette logique encore verticale de 2004, c'est une peine proposée à prendre ou à laisser, c'est la peine acceptée et pas de discussion. On a eu un espace de discussion dans une logique aussi d'efficacité, non plus de la procédure en elle-même, mais vraiment de, de- de- enfin, voilà, du succès de celle-ci, et notamment en termes
de choix de peine, d'autant plus que depuis la loi 2019, la peine n'est plus d'1 an, mais bien de 3 ans d'emprisonnement ou la moitié de la peine encourue, ce qui conduit quand même à des peines importantes, des peines d'emprisonnement qui peuvent être des peines d'emprisonnement ferme avec le développement, j'insiste pas, de CRPC déferment où on a tout de suite après la garde à vue une CRPC avec une peine d'emprisonnement ferme, un mandat de dépôt ou alors une comparution immédiate. C'est une autre façon de pratiquer la CRPC, bien sûr. En parallèle de cela, mais avec ce déploiement de la discussion qui a peut-être permis une évolution des cultures, de comprendre que l'échange avec l'avocat pouvait être fructueux, et sur une autre efficacité encore, a été introduite, ce qui va être l'objet aussi d'une discussion, en particulier avec la présence de Monsieur Hulin, la Convention judiciaire d'intérêt public par la loi du 9 décembre 2016 dans une efficacité cette fois plus pragmatique. Il s'agissait plus d'apporter une réponse adaptée à des faits de faible gravité, il s'agissait plus de rationaliser les moyens judiciaires et d'éviter une audience trop coûteuse, il s'agissait simplement parfois d'apporter une réponse là où on n'arrivait pas à le faire. Cette loi dite Sapin 2 partait d'un constat un peu déceptif, puisque à l'époque où elle est adoptée, enfin où elle est engagée, pardon, le projet de loi, il n'y avait aucune personne morale qui avait été condamnée en France pour des faits de corruption internationale. Il y avait des poursuites en cours, il y a eu depuis une condamnation, mais au moment où début des discussions, pas de condamnation. Alors on peut se féliciter, se dire que les entreprises françaises et les personnes morales sont extrêmement vertueuses et que s'il n'y a pas de condamnation, c'est parce qu'il n'y a pas d'infraction, ou alors peut-être être un peu moins naïf et considérer que ces infractions-là étaient difficiles à appréhender pour les autorités judiciaires parce qu'ils sont commis, les faits sont commis à l'étranger, parce que cela suppose des commissions rogatoires internationales dans des États qui ne sont pas nécessairement coopératifs, parce qu'ils peuvent être eux-mêmes la cause participant aux faits de corruption, on voit toutes les difficultés que ça peut générer. Et on voyait par ailleurs, mais j'insiste pas sur ces pratiques sur lesquelles interviendra Maître Marcini, que eh bien, dans d'autres États, nos entreprises pouvaient conclure des accords, en particulier des DPA dont on s'est inspiré, mais pas seulement. Et donc on voyait bien ici la limite de ce système judiciaire. Et c'est la raison pour laquelle cette procédure a été introduite dans une logique très pragmatique en disant sur ces dossiers, euh, le système probatoire, judiciaire, de coopération internationale est trop lourd, trop complexe, alors que l'on pourrait travailler en collaboration avec l'entreprise pour trouver le meilleur accord. Alors, il y a eu beaucoup de débats à l'époque sur ce point, sur cette justice qui allait être vraiment une justice négociée, là le terme est utilisé, justice de classe, cadeau fait aux entreprises les plus puissantes, d'autant que les premières CGIP ont été quand même des CGIP avec de grandes entreprises, HSBC, Société Générale, Google, plus récemment Airbus. Donc on avait vraiment le sentiment de cette justice à deux vitesses. Et pour le dire, elle avait suscité quand même une vive opposition de la part des magistrats lors de son introduction. Une opposition qui aujourd'hui a largement disparu puisque les magistrats et même certains syndicats de magistrats reconnaissent que c'est un outil qui est efficace de ce point de vue-là. Alors c'est une véritable négociation, mais je laisserai Monsieur Hulin le dire, puisque on n'est plus dans une proposition. Hein, et alors négociation, bien sûr, l'autorité de poursuite n'entre pas en négociation de ces gibes sans avoir suffisamment d'éléments, mais on voit qu'on peut avoir des entreprises qui viennent apporter elles-mêmes les preuves de l'infraction, qui viennent même parfois dénoncer l'infraction, porter à la connaissance de l'autorité de poursuite l'existence de l'infraction qu'elles ont elles-mêmes découverte à l'occasion d'une enquête interne, c'est l'affaire Airbus, même si, bon, il y avait quand même des choses, et en particulier dans le parquet anglais. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans une pratique de discussion où chacun évalue l'intérêt d'aller dans un accord ou dans un autre. Peut-être souligner, mais j'y reviendrai parce que je pense que déjà j'ai utilisé les 15 premières minutes, ou presque, que l'on voit ici toutes les vertus de la négociation. Alors, quand je dis vertus, en prenant deux exemples. On a eu très vite des CGIP tripartites et même quadripartites, parquet français, entreprise, et puis parquet anglais ou parquet américain, alors que cela n'est pas prévu dans l'article 41-1-2. Alors, c'est pas exclu non plus. Je ne suis pas certain que la CGIP avait été conçue comme ça, mais c'est la souplesse de l'instrument, on dirait contractuel avec des guillemets. C'est pas tout à fait un contrat au sens propre du terme, mais ça reste quand même une convention d'une certaine façon. Et si tout le monde est d'accord, après tout, pourquoi pas. Et puis, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la discussion, on a une CGIP, je prends souvent un exemple, une CGIP environnementale avec l'entreprise CERSA, où là, on a eu une construction intellectuelle particulièrement riche, puisque on a une amende forfaitaire d'intérêt public
qui n'existe pas dans les textes, mais ça n'est pas non plus interdit. Tout simplement parce qu'au moment où la convention est conclue, on ne sait pas encore combien d'infractions sont commises. Il s'agissait en l'occurrence de trafic d'espèces et on ne sait pas combien de spécimens ont ici une difficulté réglementaire. Et donc il fallait encore le déterminer. C'est l'entreprise qui va procéder au test pour le déterminer. Et en fonction des résultats de ces tests, on va fixer par avance le barème de l'amende. Donc ici, on se dit, bon, c'est quand même assez original, une entreprise qui paye elle-même le test pour démontrer, les tests ADN pour démontrer les infractions qu'elle a peut-être commises, soit parce qu'elle était certaine d'en avoir commis aucune, soit peut-être parce qu'elle trouvait intérêt à la convention, ça c'est ne le dit pas. Mais quoi qu'il en soit, on a ici là encore la souplesse de l'instrument conventionnel. Le parquet y trouve intérêt, l'entreprise également. J'y reviendrai peut-être. Hein, je ne suis pas certain que pour ces faits-là, la juridiction compétente de mémoire, c'est Lisieux, aurait pu faire procéder à plus de 50 tests ADN sur des spécimens très variés. Et là, on a une collaboration dont l'entreprise accepte de payer la preuve contre elle et elle accepte de déterminer par avance l'amende, qui est une amende importante d'ailleurs, qui sera fixée en fonction des résultats de ces tests. Ça, c'est inenvisageable dans le procès pénal. On ne peut pas dire, mettons à la charge de la personne condamnée les frais de preuve et revenons ensuite un peu plus tard pour fixer l'amende. Et c'est envisageable dans le cadre de la négociation, parce qu'évidemment, l'entreprise, ici, elle souhaitait échapper à la fermeture de l'établissement, qui était la peine encourue pour les faits qui étaient commis. Donc on voit ici cet avènement au nom d'une troisième forme d'efficacité. Hein. Efficacité pour apporter une réponse qui n'existait pas auparavant, efficacité pour simplifier la réponse, en l'occurrence la CRPC, et puis efficacité pour permettre une réponse qui était peut-être aujourd'hui trop coûteuse, trop difficile d'un point de vue juridique ou d'un point de vue budgétaire. Et on voit avec un certain recul désormais, parce que la CGIP économique et financière, à 8 ans, les décrets d'application sont de mai 2017, qu'elle a trouvé sa place et qu'aujourd'hui, plus personne conteste cela, à tel point qu'on se pose même la question, après 2020, de l'étendre encore à d'autres infractions. Je rappelle juste qu'on a ajouté la fraude fiscale en 2018 et les infractions environnementales en 2020. Pourquoi pas continuer à étendre cette procédure? Il y a le contentieux de la concurrence, je crois que le PNF le regarde avec beaucoup d'intérêt, mais c'est peut-être encore ici une autre forme de justice négociée qu'il s'agirait de récupérer. Je m'en arrête là, Madame la Présidente, et je n'hésiterai pas à reprendre la parole, mais je vais laisser mon camarade. Merci beaucoup. Vous nous avez dessiné cet avènement de la justice négociée avec cette composition pénale au travers des accords, avec la CRPC au travers de l'enjeu de la rationalisation des moyens, en passant par une peine acceptée vers ensuite une discussion, et enfin cette CGIP avec l'enjeu d'efficacité plus pragmatique, pour reprendre votre terme, avec une véritable négociation et discussion. Donc on voit cet avènement progressif en droit français. Et maintenant, Emmanuel Marcini va nous développer des questions plus pratiques en droit français, mais aussi à l'étranger. Merci beaucoup. Bonjour. Euh, Indépendamment des questions pratiques, il m'apparaît que ce qui nous intéresse, nous les avocats, et dans le regard croisé que nous pouvons avoir avec un magistrat du parquet, des professeurs de droit, c'est plutôt de nous poser les vraies questions, de savoir quelles conséquences cette évolution euh, vers la justice négociée va avoir sur le droit pénal en général, sa pratique, mais également sur l'exercice du métier d'avocat et d'avocat pénaliste. Pour faire simple, la justice négociée, elle répond au départ aux États-Unis à un problème de surcharge de la justice. Il y a beaucoup trop d'affaires, révolution industrielle, et on se dit, on est submergé, les affaires les plus simples, faisons des plaidés coupables. C'est donc un outil de régulation, finalement, d'un flux pour des affaires simples, et c'est un peu ce qui a motivé l'entrée en vigueur en France, comme cela vous a été rappelé, de tous les modes alternatifs, finalement, de règlement des conflits pénals avec la CRPC. Mais très vite, et c'est toujours la difficulté dans les réformes de procédure pénale. Vous le voyez par exemple avec la bande organisée, qui au départ était visée, qui était destinée à simplement appréhender les plus grandes criminalités, et qui maintenant vise même des entrepreneurs pour des affaires de fraude fiscale, somme toute assez banales, qui me semble-t-il n'ont rien à voir avec le crime organisé. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que ce plaider coupable, qui était un mode de régulation des flux, est devenu aujourd'hui le mode principal de résolution des affaires pénales. Je vais vous donner quelques chiffres. 97% des affaires fédérales, criminelles, pénales aux États-Unis ne vont pas devant le juge, devant un procès.
devant le juge. C'est une transaction. Et qu'est-ce qui motive ce pourcentage aussi élevé? C'est parce que si vous prenez le risque d'un procès, les peines sont extrêmement élevées en cas d'échec, parce que nous n'avons pas le même système de régulation des peines, et donc il y a, si vous êtes reconnu coupable, dans beaucoup de cas, une peine minimale à laquelle vous allez être condamné. Les procédures sont extrêmement coûteuses, et donc la procédure pénale américaine en elle-même incite des gens qui sont parfois innocents à accepter le principe d'un plaidé coupable, parce qu'il est préférable effectivement d'aller devant un juge avec un procureur qui s'engage à ne pas requérir plus de 10 ans, par exemple, même si le juge américain est toujours libre, hein, mais enfin, globalement, il suit, plutôt que de prendre le risque d'un procès. Donc, outil de régulation qui devient, du fait de la procédure en elle-même, un outil finalement qui permet à des justiciables de ne pas subir une justice trop sévère et dans laquelle elle n'arrive pas finalement toujours à se défendre. En France, nous sommes au début. D'abord, les magistrats, comme les avocats, n'avaient pas cette culture de la justice négociée. Je prends un chiffre, il y a à peu près 1,5 million d'affaires jugées par les tribunaux correctionnels chaque année, et parmi ce demi-million, vous avez à peu près 100 000, 20% de CRPC. Et sur les 500 000 affaires, vous avez à peu près 200 000 affaires qui concernent des problèmes du code de la route. Bon. Donc c'est pour vous dire à peu près les proportions. Comment est-ce que dans la pratique, en France, on gère en tant qu'avocat et ces problèmes de CRPC? Bon, les affaires les plus simples, je n'en parle pas, effectivement, il faut privilégier le plaidé coupable, parce que c'est le vrai sujet, c'est le plaidé coupable. On parlait tout à l'heure du plaidé coupable en matière criminelle. Personnellement, je suis totalement pour le plaidé coupable en matière criminelle, dans la mesure où dans beaucoup d'affaires, les faits ne sont pas contestés, d'attendre des mois et des mois, de faire revivre parfois à la partie civile des faits qui par ailleurs ne sont pas contestés, ne présente strictement aucun intérêt. Mais c'est un autre débat, mais je pense que le sens de l'histoire fait que nous viendrons à se plaider coupable en matière criminelle, et ce sera, je pense, une avancée qui permettra d'ailleurs de consacrer plus de temps à la personnalité de l'accusé et de s'intéresser davantage à la sanction et à la peine. Lorsque nous sommes confrontés finalement à la question faisons-nous une CRPC ou non? Nous avons des enquêtes préliminaires et par exemple au PNF, je crois, mais vous me corrigerez, monsieur le procureur, si je me trompe, mais je crois que dans le dernier rapport, j'ai lu qu'il y avait à peu près 87% des affaires qui étaient menées en la forme préliminaire. Donc vous savez que votre client est soupçonné, vous savez qu'il y a des investigations, des perquisitions, des auditions, et puis il y a d'un seul coup, au miracle, une ouverture au contradictoire et qui est présenté par le parquet, et je pense que c'est ce qui va être fait tout à l'heure, mais je le dis à l'avance, ce n'est certes, c'est une ouverture au contradictoire, mais c'est principalement une invitation à venir frapper à la porte du PNF pour essayer de négocier un plaidé coupable. Le principe du plaidé coupable. Parce que récemment encore, je me suis confronté dans un dossier significatif pour quelqu'un qui avait une responsabilité majeure dans ce dossier et qui était prêt à faire un plaidé coupable, avec des sanctions qui, je pense, auraient pu être assez élevées. Le parquet m'a dit non, parce qu'il n'est pas possible de renvoyer ce dossier devant le tribunal sans le principal concerné. Le tribunal va nous en vouloir. Ça, c'est un exemple très précis pour vous dire que la justice négociée en France, elle est encore à des débuts et elle n'est pas encore totalement, me semble-t-il, encadrée. De par la loi, c'est une chose, mais encore une fois, dans sa pratique. Donc le parquet vous dit, venez voir, contradictoire. Mais je serais curieux d'avoir les statistiques du PNF pour savoir dans combien de cas le contradictoire a-t-il été ouvert, accès au dossier, vous venez, vous dites, mais attendez, sur les faits, je ne suis pas d'accord, là, sur les qualifications, je ne suis pas d'accord. Bref, une vraie discussion pour discuter à la fois de la matérialité des faits et des qualifications pénales. Franchement, enfin, je peux nous faire part que de mon expérience, mais aussi de quelques confrères pénalistes,
Parfois, on arrive à supprimer une incrimination. Parfois, on arrive à bouger un peu sur la période de temps, vous voyez, sur des choses. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de négociation. En tout cas, sur les faits et sur les qualifications pénales. C'est vraiment sur le principe même d'une CRPC. Et comme nous n'avons pas de statistiques, finalement, comme aux États-Unis, sur ce qu'on appelle les guidelines aux États-Unis, sentences, pour savoir un petit peu ce que ça vaut en fonction du montant et cela, on est finalement aujourd'hui un petit peu au doigt mouillé sur la pratique, avec même des affaires que l'on connaît, hein, qui ont été médiatisées, où le parquet et la défense étaient d'accord sur ce qu'il convenait de retenir comme peine, et avec un magistrat homologateur considérant que ce n'était pas assez cher ou pas assez, la sanction n'était pas assez élevée. Alors, pour le rôle de l'avocat, on parlait de l'art oratoire et de l'audience, mais quel est le vrai moyen, enfin le vrai levier pour l'avocat pénaliste à ce stade de la procédure? Il va dire au PNF, c'est vrai que les statistiques du PNF en matière de condamnation devant les juridictions, c'est pas moi qui le dis, les statistiques, sont plutôt en faveur de la défense et qu'il y a un taux de relax extrêmement important dans les dossiers du PNF. Je remarque que depuis la création du PNF, il y a à peu près, et c'est encore une fois tiré du rapport de l'année dernière, 500 et quelques personnes physiques condamnées, hein, depuis 2014, et dont 97 CRPC. Donc à peu près 20%, c'est à peu près, vous voyez que les statistiques nationales, 500 personnes condamnées et 100 CRPC. Le vrai levier pour le parquet, on le comprend, c'est de dire bah, vous allez à l'audience et puis je vais requérir une peine plus lourde. Mais de toute façon, si la peine proposée est la peine généralement et souvent qui est la peine qui sera proposée à l'audience, puisque si jamais la peine est considérablement plus avantageuse que ce qui serait requis ou ce qui pourrait être prononcé par le juge ne va pas l'homologuer. Ou en tout cas, il y a un risque certain. Alors c'est pour ça qu'il y a eu cette modification législative qui permet de revenir en deuxième semaine avec une autre proposition de peine. Bon, mais vous voyez bien que même le cadre législatif, il n'est pas encore tout à fait adapté. Donc que peut faire l'avocat? Bah, l'avocat peut dire, écoutez, non, je ne suis pas d'accord. Bon, souvent, c'est à prendre ou à laisser. Donc quand on parle de justice négociée, c'est une supercherie. Il n'y a pas de justice négociée. C'est un mode de règlement d'un conflit pénal qui permet de ne pas subir en fait et d'aller à l'audience. En l'état, c'est tout ce que c'est. La CGIP, uniquement pour les personnes morales comme vous le savez, qui n'oblige pas à une reconnaissance de culpabilité. Au début, c'était le cas, et puis c'était un frein à la signature de CGIP et donc la loi est venue modifier ça, on n'est pas obligé, et ce qu'on appelle le wording dans les CGIP donne lieu à une discussion très, 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 très vive, et on le comprend, puisqu'il y a un communiqué, c'est public, et donc les entreprises qui ne veulent pas nécessairement reconnaître leurs responsabilités, il y a là, évidemment, là une négociation. La vraie négociation, effectivement, qui existe, à mon sens, aujourd'hui, c'est en matière de CGIP avec les critères hein, qui ont été publiés, les critères communs au PNF et à l'AFA sur les critères majorants, minorants, où là, effectivement, il peut y avoir une vraie discussion. Sinon, sur les CRPC, il me semble que dans la pratique, il n'y a pas véritablement de négociation. Ça reste encore globalement, à 99% des cas, à prendre ou à laisser. L'avocat, à ce moment-là, je trouve qu'il est assez démuni. Il est vrai qu'aux États-Unis, vous avez tous vu ces films américains où finalement on ne se met pas d'accord avec le procureur et on dit see you in court. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Il est vrai également que les gens qui ont les moyens de se défendre aux États-Unis peuvent obtenir, parce que sur les 3% d'affaires qui vont devant les juridictions, il y a un taux très important de décisions de non-condamnation. Parce qu'il est vrai qu'aux États-Unis, et j'en parlais avec le professeur Rebu tout à l'heure, il y a un véritable droit de la preuve et qui permet effectivement à la défense beaucoup plus lui donne beaucoup plus de marge de manœuvre devant le tribunal que devant nos juridictions pénales en France. Alors, puisque le sujet est également la pratique entre les États-Unis, si je résume, une grande partie des gens aux États-Unis ont peur du procès ou n'ont pas les moyens de le financer et donc ça les oblige. En France,
Il y a, me semble-t-il, dans les affaires financières ces dernières années, une inflation quant au quantum des peines requises et prononcées. Donc, nous suivons, me semble-t-il, le même chemin, c'est-à-dire que nous allons avoir, comme aux États-Unis, des gens qui vont peut-être avoir peur d'aller devant le tribunal au regard du quantum des peines prononcées, mais d'un autre côté, nous n'avons pas de prime au plaidé coupable comme il y a très clairement aux États-Unis ou même en Angleterre. Donc il va falloir que le législateur intervienne pour résoudre cette équation dans laquelle finalement on ne verra pas quel est l'intérêt de faire un plaidé coupable. Quel intérêt? On sait que les délais d'audiencement sont longs, vous voyez, tribunal, appel, cour de cassation, sans parler de la question de l'exécution provisoire qui nous occupera cet après-midi. Mais il y a là un sujet qui m'apparaît important. Et d'ailleurs, vous voyez cette autre problématique qui est que dans le procès Lafarge, hein, c'est public en ce moment, il y a eu un plaidé coupable aux États-Unis où, d'après le plaidé coupable, la société se serait engagée à ne pas remettre en cause sa responsabilité. Et si elle l'a fait, c'est parce que on peut imaginer qu'elle avait peur effectivement d'un procès et des conséquences aux États-Unis. Et il y a un procès ici où le discours est différent. Donc on voit bien que c'est par pur opportunisme qu'il y a cette mécanique du plaidé coupable. Ce que je ne souhaiterais pas, évidemment, c'est que nos clients et les justiciables se retrouvent dans une situation où le plaidé coupable s'impose à eux à raison de quantum de peine trop important, d'une difficulté finalement de financer la défense, parce que c'est vrai que les dossiers sont de plus en plus techniques, complexes, que ça pose effectivement de vraies difficultés. Et il y a là une évolution qui m'apparaît, en tout cas en France, suivre les pas des États-Unis. Cette américanisation, effectivement, du droit pénal est en cours, et ce qui pose également une autre vraie question, mais vraiment substantielle. Est-ce que la procédure inquisitoire pénale française que nous connaissons n'est pas en train de vivre ces derniers jours, ces derniers soubresauts? Et ma conviction très profonde est que nous sommes entrés, peut-être par la petite porte, en tout cas de manière subreptice mais très nette, dans une procédure accusatoire, que nos mentalités ne sont pas préparées à ça, que nos formations de juristes ne sont pas adaptées, et qu'il va falloir, me semble-t-il, que le barreau mène cette réflexion et de manière urgente pour pouvoir adapter, parce que, et pour faire écho à ce que disait François et à son intervention tout à l'heure sur les ténors et sur le rôle de l'avocat, quelles sont les véritables qualités que doit avoir un avocat pénaliste en 2025 pour pouvoir être efficace dans la défense de son client, dans la phase préparatoire, dans la phase maintenant dite de négociation et dans la phase de jugement? Ce sont des qualités et d'une technicité qui ne correspondent absolument pas ou plus au schéma dans lesquels nous avons vécu, en tout cas moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé ce métier. La peine de mort n'existait plus, fort heureusement, mais c'était également tout à fait autre chose. Il n'y avait pas d'appel en affaires criminelles, dans les affaires criminelles, il n'y avait pas de feuille de motivation. Bref, c'était un autre temps. Donc la justice négociée, en fait, est, me semble-t-il, un terrain de réflexion extrêmement important et qui a des conséquences beaucoup plus importantes sur toute la chaîne pénale que ce que l'on peut peut-être subodorer. Vous avez évoqué la différence majeure de culture entre les États-Unis et la France. Vous avez également finalement constaté que actuellement en France, nous n'avons pas une véritable justice négociée, en tout cas pas telle que vous l'entendez, et dessiné également l'impact sur la profession d'avocat. Et nous allons forcément y revenir dans le cadre de nos débats. Maintenant, Monsieur François-Xavier Dulin va dessiner l'évolution de la pratique de la justice négociée au parquet national financier. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous présenter mes excuses parce que on est remonté tout à l'heure jusqu'à Abraham, moins 1850 avant Jésus-Christ, sauf erreur de ma part. Et moi, je crains d'être beaucoup plus ras des pâquerettes, voire
dans les pâquerettes. Avec mes propos sur la CRPC, donc 2004, comme vous l'avez dit, professeur. On est donc sur 21 ans d'ancienneté et la CGIP 2016, donc même pas 9 ans d'ancienneté. C'est vous dire si je risque de vous décevoir. Je vous rejoins pour sortir un tout petit peu du thème de ce qui m'a été demandé. Je vous rejoins sur la pratique de la CRPC dans un tribunal et dans un procès classique et dans un parquet classique. Moi, je trouve, parce que je l'ai beaucoup pratiqué, je trouve qu'elle permet de balayer la culpabilité, de balayer tout ce qui est problématique de morale, et dans la phase parquet, de ne parler que de la peine et de la peine la plus adaptée possible. Alors oui, effectivement, il y a des parquets, et la plupart des parquets ont des grilles de sanctions, mais cette phase parquet dans laquelle vous avez un procureur qui propose une peine, parfois qui est relativement peu négociable, entre guillemets, un prévenu et son avocat, dans les 10 minutes dans lesquelles on se rencontre, on peut, puisqu'on a évacué la culpabilité, ne discuter avec le prévenu que de la peine et que des peines complémentaires, notamment qui peuvent lui être particulièrement préjudiciables, comme le permis de conduire, les suspensions, les interdictions diverses et variées. Et ça, je pense que c'est vraiment très important dans la CRPC et que effectivement, on n'est pas nécessairement dans une justice négociée, mais on est dans une justice qui prend, parce qu'on n'est pas à l'audience, parce que chacun n'est pas dans ses postures, comme vous l'avez dit, professeur, qui prend beaucoup plus le temps de travailler sur la personnalité de l'individu. Alors, qu'entend-on par justice pénale négociée? On en a parlé tout à l'heure. Il y a effectivement la CGIP avec un seul article dans le Code de procédure pénale, le 41-1-2, et la CRPC qui a beaucoup plus d'articles, qui est plus encadrée, et c'est tout à fait normal parce que tout d'abord, elle s'intéresse aux personnes physiques, ce qui n'est pas le cas de la CGIP, et en plus, il y a une déclaration de culpabilité, donc c'est beaucoup plus lourd qu'une CRPC, en tout cas dans les conséquences pénales. Et effectivement, il faut ajouter la composition pénale parce que cette composition pénale, moi, je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée en matière pénale, elle est beaucoup plus plastique que ce qu'on pourrait penser, notamment en matière environnementale, elle peut permettre de remettre en état et que le parquet suive la remise en état pendant 2, 3, 4 ans, ce qui est très difficile lorsque on passe à l'audience et que le tribunal ordonne une remise en état. Après, le parquet, puisque c'est pas lui qui exécute la peine, en tout cas cette peine-là en particulier, le parquet perd de vue la remise en état. Donc, on est parfois sur des peines prononcées devant un tribunal qui ne sont que des peines d'affichage, entre guillemets, parce qu'on on ne sait pas, notamment en matière d'urbanisme par exemple, si elles sont exécutées ou non par l'autorité administrative. Donc c'est vrai que la composition pénale, moi je trouve que c'est une excellente justice négociée. Alors, négocier, et je suis tout à fait d'accord, une fois n'est pas coutume avec la défense et avec Maître Marcini, mais non, ce n'est pas une justice négociée. Pourquoi? Parce que ça reste un instrument pour le parquet d'exercer l'action publique. C'est une modalité d'action publique. Donc, si le parquet décide, comme les avocats d'ailleurs, de stopper les négociations de CGIP, par exemple, pour une personne morale, on va aller à l'audience. Mais l'avocat ne peut pas empêcher l'audience si le parquet a décidé d'aller à l'audience. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a le juge. Le juge qui homologue ou qui valide ou qui n'homologue ou qui ne valide pas. Et puis, il y a le juge aussi qui décide que quand le parquet a utilisé de la justice négociée avant d'envoyer les prévenus qui ne souhaitaient pas reconnaître les faits à l'audience, il y a des juges qui estiment que le parquet n'est pas dans son rôle et que le juge ne peut plus juger en impartialité puisque une CJIP est déjà intervenue, une CRPC est déjà intervenue. Et on a eu le cas dans un dossier au PNF qui a fait l'objet d'une QPC qui n'a pas été transmise par la Cour de cassation. C'est des arrêts de février 2024 dans laquelle la Cour de cassation indique clairement que le parquet, parce que c'est son rôle et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'immixtion du juge dans le rôle du parquet d'exercer l'action publique, le parquet peut fragmenter, ça c'est pas la Cour de cassation qui le dit, on est bien d'accord, l'action publique, conclure une CJIP avec une personne morale, une CRPC avec un complice et voir arriver devant la justice l'auteur principal des faits commis par cette personne. Et le tribunal est tout à fait libre de relaxer s'il le souhaite. Et ça, c'est particulièrement important, mais ce n'est pas de la justice pénale négociée au sens où vous avez un troisième acteur qui parfois finalement, dont on doit prendre en compte, entre guillemets, pardon, les choix, les envies
et les ambitions. Et c'est pour ça que parfois, notamment au PNF, nous sommes un peu bloqués sur certaines propositions de peine parce qu'on envisage, on se dit que peut-être le juge refusera d'homologuer la peine, refusera de valider la CJIP si la peine n'est pas suffisamment élevée. Et j'y reviendrai dans mes propos conclusifs pour la suite de la justice pénale négociée. Alors, s'agissant du PNF, puisqu'on m'a demandé de parler du parquet national financier, une nouvelle fois, c'est une institution qui est très jeune quand même, elle a 10 ans, donc je ne peux pas vous parler beaucoup d'histoire. Très clairement, on est dans une institution qui ne fait qu'évoluer en marchant, et les avocats qui travaillent avec nous ou contre nous le voient puisque on fait évoluer la CJIP en même temps qu'on les négocie. Et d'ailleurs, on a posé un premier jalon avec les lignes directrices qui ont été signées par le procureur de la République financier en janvier 2023 à l'aune de plusieurs CJIP qui avaient été conclus. Mais actuellement, nous sommes, je crois, aux alentours de 25 CJIP conclus depuis à peine 10 ans. Et puisque c'est intéressant de comparer, en 2023, il y a eu 544 000 condamnations pénales. Donc, on est vraiment sur une échelle relativement petite. Donc, on est sur de la justice pénale négociée qui évolue. Le PNF essaye de sécuriser les personnes mises en cause parce que par ces lignes directrices et parce qu'on sait que notamment les personnes morales ont besoin d'avoir de la sécurisation dans ce qui va se passer, notamment en matière pénale. Mais il faut toujours ajouter que chaque négociation est unique et que nous, chaque dossier de CRPC, de CJIP, pardon, est un nouveau dossier, est un dossier qui amène son lot de sujets, son lot de problèmes, son lot de problèmes juridiques avec la victime, avec la non-possibilité, par exemple, pour la société de payer, avec la volonté pour la société de conclure une CJIP un peu plus large que les faits qui sont objet de l'enquête préliminaire. Donc la société peut amener des éléments, voilà, avec une personne, notamment en matière fiscale, qui peut remettre en cause ce qu'a dit l'administration fiscale et ce qu'a fixé l'administration fiscale comme chiffre. Donc très clairement, on est sur une procédure qui pour nous n'est absolument pas figée. On essaye pour le grand public, qui est quand même relativement restreint comme public, de fixer des cadres, mais on est obligé, et c'est tout à fait normal et c'est à mon avis très satisfaisant, d'évoluer, notamment avec les avocats et le cas échéant avec les professeurs de droit. Alors, cette négociation, et ça c'est particulièrement important, moi je ne suis pas magistrat depuis très longtemps, je n'ai pas connu non plus la peine de mort, mais là on est loin de la peine de mort au PNF, mais cette négociation, elle peut commencer dès le début de l'enquête, voire avant le début de l'enquête, et vous l'avez dit, puisque le PNF encourage, et j'y reviendrai juste après, encourage l'autodénonciation de la part des personnes morales. Ça pose un lot de difficultés incommensurables, et j'en ai bien d'accord, et j'en suis bien d'accord, et notamment avec pour vous, avocat, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on conseille à l'entreprise d'y aller ou est-ce qu'on ne conseille pas à l'entreprise d'y aller. Mais donc avant même le début d'une enquête pénale, la négociation peut commencer, et ça à l'initiative de l'avocat. On est assez loin du texte, mais on reste dans le texte puisque de toute façon on respecte ce qu'a dit le législateur. Elle peut commencer aussi, et ça c'est relativement régulier, elle commence aussi à partir du moment où le parquet a actionné des actes coercitifs. J'entends par actes coercitifs notamment des perquisitions, des placements en garde à vue ou des saisies d'avoirs criminels. On peut être tout de suite, de la part du PNF en tout cas, dans une posture d'ouverture à une éventuelle CJIP. Ce qui ne veut pas dire qu'on va cesser de rechercher des preuves et aller à une procédure pénale bâclée, mais ce qui veut dire qu'on explique très clairement à la personne morale, et le cas échéant, ses avocats après, puisque les avocats ne sont pas encore permis en perquisition, mais on explique à la personne morale que la négociation peut commencer dès maintenant, et que même elle commence dès maintenant, notamment dans la manière dont certaines pièces nous sont présentées, cachées, parfois jetées à la poubelle, même si c'est relativement rare. Mais c'est des critères pour nous très importants, notamment sur le calcul de l'amende, que d'évaluer la négociation. Donc cette entrée en négociation, elle intervient avant l'enquête pénale, au milieu de l'enquête pénale, et parfois, le plus souvent, à la fin de l'enquête pénale, lorsque l'entreprise a eu accès à la procédure, et que, effectivement, là, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, quand on fait une ouverture au contradictoire au PNF, on fait des ouvertures parce qu'on a le temps de le faire et que c'est un parquet un petit peu particulier. On fait des ouvertures qui sont articulées, dans lesquelles
on développe notre analyse juridique, on développe des qualifications pénales, ce qui ferme peut-être un peu le débat, mais ce qui l'ouvre aussi, puisque les avocats savent quelle est la base de discussion et ne sont pas surpris lorsqu'on va à l'audience si jamais il n'y a pas eu de discussion ou si jamais les discussions ont achoppé. Donc, cette base de discussion, elle permet aussi l'entrée tant en CJIP qu'en CRPC. En pratique, donc, les avocats, le procureur, tout le monde peut travailler sur le sujet. Et puis, on a effectivement, et ça c'est très particulier pour vous et pour nous qui sommes magistrats, c'est la participation de l'entreprise à l'enquête pénale. On a effectivement l'autodénonciation, on a la coopération, et puis on a la participation de l'entreprise à l'enquête pénale, l'entreprise qui, parce qu'on lui demande, fait des actes qui sont peut-être incriminants, notamment diligenter un audit sur un point particulier qui est objet de l'enquête pénale. On a besoin d'un audit financier qu'on pourrait faire dans le cadre de l'enquête, que les enquêteurs pourraient faire s'ils regardaient l'intégralité de la comptabilité. On pourrait solliciter un expert pour le faire. On demande à l'entreprise de le faire. Ça, c'est fait. L'entreprise aussi, parfois, fait des enquêtes internes, diligente des enquêtes internes. C'est un vaste sujet que l'enquête interne et la manière dont elle est faite. Mais il est vrai que cette enquête interne peut être faite par l'entreprise et peut être, le cas échéant, si c'est souhaité par le parquet et accepté par l'entreprise, versée dans la procédure avec tout plein de problématiques étrangères, notamment le fait de verser volontairement dans une procédure pénale des documents, mais on a plein de manières au PNF parce qu'on a appris en travaillant pour justement protéger l'entreprise aussi par rapport à d'autres autorités judiciaires. Donc ces négociations, elles commencent très tôt et comme dans tout contrat, finalement, il y a des négociations sur le contenu et des négociations sur le prix, c'est-à-dire l'amende. Les négociations sur le contenu, elles sont longues puisqu'on est sur la qualification et le cas échéant, une qualification plus large, comme je le disais tout à l'heure, de celle qui est envisagée dans l'enquête pénale. Pourquoi? Parce que l'entreprise veut solder toute une partie de son histoire dans laquelle elle a peut-être fait des audaces au niveau de certaines acquisitions de marché, par exemple. Et donc, voilà, on en a deux dans le cas de l'enquête préliminaire. Et elle nous dit, mais moi, je crois que j'en ai d'autres. Et d'ailleurs, je vais vous dire à peu près les contrats sur lesquels j'estime que l'entreprise a peut-être commis des imprudences. Voilà. Et donc ça, on peut l'envisager de manière globale. Et ça fait partie de la négociation sur le contenu. On négocie aussi beaucoup sur l'amende. Et là, je pense que l'apport du parquet national financier est particulièrement important, puisque là, le code de procédure pénale ne parle que d'avantages tirés des manquements. Or, le parquet national financier a construit la manière dont il envisage l'amende d'intérêt public de manière beaucoup plus large, avec tout d'abord une part restitutive, c'est-à-dire que le parquet travaille, et notamment avec ses assistants spécialisés et l'entreprise, beaucoup sur la manière dont l'entreprise, enfin le profit de l'entreprise. On va même jusqu'à calculer l'avantage de trésorerie, le gain de trésorerie qui a été fait par les actes qui seraient peut-être qualifiés d'infraction si on allait devant les juridictions. Ça, c'est la part restitutive. Et de cette part restitutive, qui est de toute façon prise et qui fait partie de l'amende d'intérêt public, on ajoute une part punitive dans laquelle là, on a indiqué des facteurs majorants et minorants. Les facteurs majorants sont des facteurs d'absence de coopération, par exemple, voire de dissimulation lors de l'enquête pénale. Et les facteurs minorants sont l'autodénonciation, qui est un facteur minorant considérable, c'est indiqué dans nos lignes directrices, la coopération d'entreprise, les mesures correctrices, ce genre de choses-là. On négocie après, comme vous l'avez dit, Maître Marcini, sur le texte, parce que le texte est particulièrement important, autant, et ça c'est particulièrement intéressant à regarder, autant, moi, je n'ai toujours pas compris si tout le monde pouvait avoir accès aux minutes des procès pénals. Alors, je pense que oui, je crois que le texte dit oui, mais c'est particulièrement compliqué pour certains de nos concitoyens, voire tous nos concitoyens, d'avoir accès aux minutes de certains procès pénaux, autant qui sont rarement publiées in extenso, autant les CJIP restent, puisqu'elles sont publiées, c'est prévu par les textes, elles sont publiées sur des sites internet, et si vous tapez CJIP, vous tombez tout de suite sur les sites internet qui les répertorient. Donc, vous avez une procédure qui est certes beaucoup plus rapide, mais qui est aussi très publique, même si ça dure un temps limité, et même si le texte de la CJIP est quand même relativement court par rapport à une audience pénale, mais vous avez des faits qui sont, comment dire, qui sont exposés au public, donc il y a une vraie négociation effectivement aussi sur le wording
comme vous l'avez dit en français, maître Marcini. La question se pose, est-ce que l'entreprise reconnaît les faits? Ça peut être un critère pour nous de minoration de l'amende. Et nous, on souhaite, en tout cas, on l'indique, que la qualification pénale figure dans la convention judiciaire d'intérêt public. Alors, pour terminer, et j'en ai pour 3 minutes, la CJIP et la justice pénale négociée, j'ai bien conscience qu'elle pose un nombre incalculable de problèmes, mais elle permet de rendre une certaine justice, en tout cas, dans des délais particulièrement courts, qui, devant une justice classique, auraient été diablement beaucoup plus longs. Et moi, je voudrais poser quelques questions. Vous avez parlé du juge, maître Marcini. La question, c'est qu'effectivement, le texte prévoit qu'en principe, il y a une prime quand on signe une CRPC, notamment, parce que vous reconnaissez les faits. La question, c'est est-ce qu'on a une amende, entre guillemets, si je peux me permettre, lorsque on ne reconnaît pas les faits et qu'on va devant le juge. Ça, c'est pas prévu par les textes. Mais je renverse un peu ce que vous avez dit, Maître Marcilly. Mais la réalité, elle est un petit peu ici, parce que parfois, nous avons dans les mêmes dossiers des CRPC qui sont signés et la personne qui ne reconnaît pas les faits, qui est condamnée à l'audience, a une amende ou une peine moins importante que celle qui a été prononcée contre son compère en CRPC. Ce qui est très problématique pour vendre et en tout cas pour essayer de faire de la justice pénale négociée. Problématique pour nous et problématique pour vous, conseil qui peut-être avez, après avoir à discuter avec votre client. Et puis, la question se pose de l'élargissement de la CJIP à d'autres infractions, notamment le recel de détournement de fonds publics. Et puis, la question sempiternelle, en tout cas pour nous, au niveau du parquet, c'est que va faire l'intelligence artificielle dans les procédures pénales, parce que, et ça, je pense que ça fait partie de la négociation, la négociation et la CJIP, c'est fait pour accélérer les procédures. Que va nous apporter l'intelligence artificielle dans toutes les procédures pénales pour accélérer ces procédures, notamment dans le traitement des données de masse, ce qui pour nous est un énorme sujet au parquet national financier. On verra, parce que si on va très vite dans l'enquête, est-ce qu'on a encore besoin d'une justice pénale négociée? Je n'en sais rien. Alors, vous nous avez dessiné cette justice pénale négociée qui est relativement récente pour le PNF, vous l'avez dit en propos introductif de votre intervention. Il va s'agir maintenant de pouvoir ouvrir le débat entre vous trois. Vos interventions étaient particulièrement riches et je vous en remercie. J'ai envie peut-être de vous poser une question un peu générique qui va vous permettre de rebondir les uns et les autres sur vos différentes interventions et les enjeux de vos interventions. C'est-à-dire que vous avez, pour vous, Jean-Baptiste Perrier, évoqué le fait que finalement on a ouvert cette justice négociée petit à petit sur des peines de plus en plus importantes. Vous avez, Emmanuel Marcini, dessiné le basculement de notre procédure inquisitoire vers autre chose, vers cet accusatoire. On parle souvent d'une procédure pénale mixte désormais. Vous avez aussi évoqué l'impact sur le métier d'avocat et puis vous avez François-Xavier Dulin rappelé aussi la dichotomie entre cette justice négociée pour les personnes morales, pour les personnes physiques. Vous avez aussi rappelé parfois le frein que le ministère public peut se mettre dans la proposition de peine par crainte peut-être que la proposition de peine ne soit pas homologuée. Ce sont notamment des éléments de vos interventions. La question un peu cadre que j'ai envie de vous poser, c'est comment on fait pour évoluer vers une justice négociée qui le serait véritablement, tout en laissant la place à une véritable défense pénale et tout en permettant à nos grands principes de procédure de s'appliquer, tels que les droits de la défense, le principe du contradictoire, tous ces éléments qui font aussi la force de notre procédure pénale française. Et puis peut-être instiller un élément pour nourrir le débat d'une forme d'opposition peut-être à cette justice négociée. Au CNB, on a travaillé notamment sur la CRPC criminelle. On a pu rappeler notre opposition à l'ouverture de la CRPC criminelle parce qu'elle ne serait pas respectueuse de nos grands principes de procédure pénale et peut-être vous conduire à rebondir aussi sur cette évolution. Je crois que certains y semblent favorables pour pouvoir nourrir nos débats et puis nourrir évidemment les réflexions et les questionnements de la salle. Je vais peut-être vous laisser commencer. Dans le même ordre, un deuxième tour dans le même ordre. Peut-être pour ces différentes questions, d'abord sur la question de savoir comment est-ce qu'on développe la justice négociée. La question est différente selon qu'on parle de CJIP ou de CRPC. Je crois que peut-être, en forçant un peu le trait, la CJIP n'est presque qu'un instrument négocié. On négocie beaucoup et presque tout. Alors c'est peut-être un regret, si l'on compare la CJIP économique et financière et la CJIP environnementale, on a le sentiment, moi je le présente un peu ainsi, d'avoir une CJIP des villes
La CJP économique et financière, c'est 90% à Paris, hein. Beaucoup le PNF, bien sûr, mais pas que, ou alors Nanterre, qui est quand même pas la grande campagne. Et puis on a la CJP des Champs, c'est la CJP environnementale, où là, c'est beaucoup plus exotique, Lisieux, Gap, Rodez, etc. Et peu dans les grandes agglomérations. Il y a Marseille qui se retrouve dans les deux, mais c'est l'une des rares. Si l'on reprend la CJP économique et financière, c'est une question, hein, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a que des CJP parisiennes? Alors il y a une affaire marseillaise, aucune à Lyon, aucune à Lille. J'ai du mal à considérer qu'il n'y a pas d'entreprises qui font de la corruption dans ces arrondissements judiciaires, aucune qui n'ait fait du blanchiment, etc. Alors on a, voilà, je disais Nanterre, Nice, c'est très très marginal. Et je crois que l'une des difficultés, alors de compréhension, hein, c'est pas l'outil lui-même ni ce qu'en fait le PNF, c'est que les premières CJIP, HSBC, Société Générale, avec 300, 500 millions d'euros d'amende, ont donné le sentiment peut-être aux magistrats dans les juridictions de tailles intermédiaires et même aux avocats dans les barreaux dits de province que c'était un instrument pour les grands groupes parisiens, alors qu'en réalité, on peut faire des CJIP à 60 000 euros pour des petites corruptions. Il y a eu Carmignac, il y en a eu d'autres, etc. Donc, il y a déjà peut-être une évolution de dire la CJIP, c'est pas que la négociation en cas de difficultés juridiques. Je crois que dans l'affaire Google, l'enjeu c'était la notion d'établissement stable et c'était un vrai sujet. C'est pas que de la CJIP en cas d'enquête interne, qu'ensuite Airbus vient apporter les preuves, etc. C'est aussi pour des faits qui sont relativement simples, mais pour lesquels on peut entrer en voie de discussion, peut-être pas de négociation si les faits sont simples et établis, mais en tout cas essayer peut-être de gagner du temps. Et pour l'entreprise et donc pour l'avocat, il y a un enjeu, c'est la maîtrise du risque pénal. Donc c'est vraiment une petite opposition entre les deux que l'on voit. Peut-être juste une réflexion, il y a aussi un enjeu sur la publication effectivement de la CJIP, on en parlait, enfin j'en parlais hier. On a désormais une anonymisation des décisions de justice à un point où ça devient impossible à lire, hein. Entre localité A, localité B, quand vous avez justement des affaires en droit pénal, les affaires, on y arrive, on ne comprend plus. Et en matière de CJIP, tout y est, y compris parfois les personnes physiques qui ne sont plus celles qui ont négocié la CJIP, les anciens mis en cause, qui se retrouvent ainsi exposés sans avoir vraiment participé. Mais après tout, on peut dire c'est consensuel, c'est accepté par l'entreprise, pas nécessairement par les personnes dont les noms sont cités ou celles que l'on peut retourner. Donc en termes de protection des données personnelles, il y aurait peut-être un sujet, mais en tout cas, je crois que c'était l'enjeu. C'était une des réponses aux critiques que j'évoquais. L'idée, c'était de dire qu'il ne faut pas que ce soit une justice de catimini, en catimini pour les puissants qui négocient un accord et qui échappent à tout. On a voulu au contraire surexposer la CJIP. L'audience est nécessairement publique, l'audience d'homologation dans le tribunal. Et puis alors on publie tout sur le site du ministère de la Justice, de l'AFA, du ministère de l'Environnement. Effectivement, on retrouve tout. Euh, donc la CJIP, elle est très négociée, elle pourrait peut-être l'être un peu moins pour pouvoir se développer parce qu'il y a quand même un enjeu ou un intérêt pour les entreprises ici. La CRPC, là, c'est un enjeu compliqué. Moi, j'avais l'occasion peut-être de le dire lorsque je faisais des formations aux avocats à partir de la loi 2019, lorsqu'on a relevé le seuil de peine susceptible d'être proposé de 1 à 3 ans, ça devait changer considérablement la pratique de l'avocat et sa connaissance justement de la juridiction, des peines susceptibles d'être prononcées, parce que ce que vous dites est vrai. C'est vrai pour les CJIP, c'est vrai pour les CRPC, mais lorsqu'on a deux personnes qui commettent les mêmes faits, si l'un accepte une CRPC sur les conseils de son avocat et que l'après-midi l'autre prend une peine moins importante, alors d'amende ou d'emprisonnement, ça met l'avocat en difficulté. Tant que c'était 1 an maximum, la peine était nécessairement aménageable. Bon, dire l'enjeu, il était quand même assez réduit. Maintenant, à 3 ans, on peut avoir de la CRPC déferment en matière de stupéfiants, avec des peines d'emprisonnement ferme de 2-3 ans qui sont proposées en déferment. Est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on refuse? Ça suppose de bien connaître la pratique de la juridiction, parce que si les autres participants prennent 18 mois l'après-midi, l'avocat va être en difficulté des conseils donnés à son client. Et puis surtout, alors ça c'est presque pas quotidien, mais pas loin. Je l'avais annoncé, mais c'est pas sans dire qu'il y a un mauvais esprit de la part des magistrats. La CRPC, comme la CJIP, mais la CRPC peut aussi être utilisée pour couvrir des preuves qui seraient peut-être irrégulières. J'explique juste que depuis la décision de 2012 et tout ce qui a suivi ensuite, sur l'intérêt et la qualité à agir, désormais, il n'y a que le garde à vue qui peut soulever la nullité de sa garde à vue, il n'y a que la personne perquisitionnée ou les propriétaires des biens saisis qui peut soulever la nullité de la perquisition. Et donc, un magistrat habile pourrait, en cas de difficulté dans un dossier, proposer une CRPC à celui ou celle dont la garde à vue aurait pu peut-être être discutée. Je ne dis pas dont il a la conviction qu'elle est annulée, parce que les magistrats sont évidemment protecteurs des libertés individuelles, quelles qu'ils soient.
Ce faisant, ou alors même si ça n'est pas volontaire de sa part, il vient empêcher ses coprévenus qui ne d'ailleurs, sont plus coprévenus parce que lui sort de la procédure, de la possibilité de le contester et c'est vrai aussi en instruction. Donc je pense que dans la pratique de l'avocat, lorsqu'il y a plusieurs prévenus ou plusieurs mises en examen, ça suppose aussi de discuter, de collaborer pour que la CRPC proposée au cours d'instruction à l'un des mises en examen ou à l'un des coprévenus, devant l'audience enfin avant l'audience correctionnelle, ne conduisent pas à empêcher la discussion sur la régularité des moyens de preuve en sortant du dossier celui ou celle qui aurait pu le faire parce que c'est le garde à vue ou c'est la personne perquisitionnée. Je ne dis pas que c'est une mauvaise intention de la part du magistrat, mais il y a ici un outil qui a été mis à leur disposition. Enfin, sur la CRPC criminelle, alors moi je comprends toutes les réserves que cela peut avoir pour les avocats. Alors la difficulté que l'on a, et je vais essayer d'être rapide pour l'évoquer ensuite, c'est que euh, souvent l'argument présenté et mis en avant est un bon argument. Après, la pratique conduit parfois à le dévoyer. Moi non plus, voilà, je vois François, je crois pas à cette justice démiurge, ce moment de grâce rendu lors de l'audience criminelle. Enfin, moi, je suis très réservé sur ça. Dans des dossiers concrètement, hein, je ne sais pas ensuite la pratique des différentes juridictions et des barreaux, mais dans des dossiers de viol reconnus anciens, aujourd'hui, ça n'est pas rare pour une partie civile de devoir attendre 2 ans pour être entendu par le juge d'instruction. Les dossiers sont réglés en 4 à 5 ans, alors que le dossier est extrêmement simple, hein. La victime dénonce les faits, l'auteur le reconnaît. Bon. Mais c'est malheureusement pour certaines juridictions un dossier qui n'est pas prioritaire. Alors quand je dis prioritaire, c'est pas la considération que l'on doit avoir à l'endroit de la victime, évidemment que les magistrats y sont attentifs, mais les dossiers prioritaires, ce sont les dossiers avec détenus au stade de l'instruction. Parce qu'il y a les délais de la détention qui sont une véritable pression pour les magistrats, même si la loi de 2025 a un petit peu assoupli cela en passant de 4 à 6 mois pour le stupéfiant, mais tout de même. Et donc, face à cette pression, les magistrats qui passent parfois un tiers de leur temps à renouveler des titres de détention pour des mises en examen, le dossier du viol ancien reconnu pour lesquels il n'y a pas un véritable enjeu ou un véritable risque, il passe après. Donc dans ces dossiers-là, c'est vrai que ça peut être un facteur d'amélioration en tout cas de la réponse judiciaire en permettant qu'il y ait une réponse rapide. Ça revient, et pour terminer, extrêmement difficile. Ça avait été proposé déjà par la commission Léger, celle qui envisageait déjà de réformer le code de procédure pénale. On envisageait de réduire un tiers la peine encourue. En matière de viol, on passerait, viol simple, hein, de 15 à 10 ans. On est très au-delà des peines qui sont prononcées. Donc l'enjeu ou l'intérêt pour l'intéressé, c'est-à-dire je n'encours plus 15 mais 10. Bon. Celui qui reconnaît spontanément, on va simplifier le débat. Ensuite, il y a quand même des difficultés, des enjeux pour essayer de voir en quoi cela peut avoir un intérêt pour la défense de renoncer au droit de ne pas s'auto-incriminer. Merci pour ce regard. Emmanuel Marcini, est-ce que vous souhaitez rebondir? Oui, tout d'abord, ce qu'a dit monsieur le procureur, effectivement, il y a des dossiers où certains des prévenus potentiels signent des CRPC et on a même des relax pour les autres. Ça arrive aussi, hein. Bon. Ceci étant, il est vrai qu'il y a deux situations qui n'ont strictement rien à voir, à mon sens. Entre la CRPC qui implique vraiment l'exercice de l'action publique avec la recherche d'une déclaration de culpabilité, et puis la CJIP qui est un objet juridique au départ non identifié dans notre ordre judiciaire. Si on se souvient des raisons pour lesquelles la CJIP est entrée dans notre arsenal législatif, fondamentalement, c'était parce qu'il s'agissait de lutter contre l'extraterritorialité de la justice américaine. Et nous avions à l'époque beaucoup d'entreprises, y compris d'entreprises françaises, qui étaient condamnées aux États-Unis. Et vous l'avez rappelé, il n'y avait pas de condamnation pour des corruption internationale, mais il est vrai que la législation sur la corruption hein, a évolué et qui ne permettait pas juridiquement aussi d'appréhender un certain nombre de situations, ce qui explique hein, cette absence de condamnation pendant de nombreuses années. Mais fondamentalement, c'est ça qui a animé le législateur. On peut raconter tout ce qu'on veut, mais quand vous regardez les débats parlementaires, la raison c'est ça, c'est de se doter enfin d'un outil juridique qui permettait de sanctionner également et de ne pas laisser des centaines de millions, voire des milliards, payés aux États-Unis, alors qu'en France, il était possible de le faire. Avec une législation qui, effectivement, ne permettait pas toujours de caractériser l'infraction de corruption internationale dans tous ses éléments. Aujourd'hui, la situation juridique a totalement évolué. Il est vrai que
la CGIP est aujourd'hui et c'est vrai que le PNF est pas encore adolescent, c'est vrai qu'il est encore à l'école primaire, 10 ans, mais c'est vrai qu'il a déjà fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès, c'est vrai, et c'est vrai qu'il y a, et il faut le dire, de la part du PNF, une volonté de trouver des solutions intelligentes, pragmatiques, dans un univers avec des conséquences importantes, des enjeux financiers importants, où la loi, c'est vrai, nous laisse un peu dans des situations, bah, il faut avancer en marchant. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut, comme aux États-Unis par exemple, ou dans la phase préliminaire de discussion, judiciariser quelques sujets, par exemple sur un problème de prescription très, très, très précis, en se disant, bah, écoutez, là vraiment, on n'est pas d'accord. C'est prescrit. Allons voir un juge pour faire trancher cette question précise. Allons voir le juge pour savoir si tel élément d'extranéité, par exemple, peut vraiment s'appliquer. Bref, faut-il, dans la phase de négociation, et ce serait une phase qui serait couverte par un secret absolu, hein, dans l'hypothèse d'un procès, où nous aurions pu faire trancher les différends, parce que je dirais parfois c'est idiot que finalement, lorsqu'il y a une volonté vraiment commune, hein, des deux côtés de trouver un accord, finalement ça achoppe sur quelque chose où on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ben, on aurait besoin d'un juge simplement pour trancher un point précis. Peut-être aux États-Unis ça existe, mais encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, et notamment sur les éléments factuels et la caractérisation de l'infraction, sur cette absence d'un vrai droit de la preuve, sur ce que le parquet peut utiliser, pas utiliser. Bon, c'est quelque chose. Et puis, le frein essentiel à la CGIP, on le sait hein, dans la pratique, c'est que les personnes physiques en sont exclues. Euh, au début des premières CGIP, même si peut-être que vous n'allez pas le dire, monsieur le procureur, mais il y a eu des CGIP qui ont été signés où il y avait très clairement un accord du PNF en disant OK, on fait la CGIP et on ne poursuivra pas les personnes physiques. Et évidemment, c'était de nature à faciliter pour les entreprises. Parce que, à la différence des États-Unis, le mécanisme d'engagement de la responsabilité de la personne morale impose de caractériser sur une personne physique. Sinon, vous ne pouvez pas retenir la responsabilité pénale d'une personne morale. Aux États-Unis, le système est un peu différent. Donc, tant que vous aurez des personnes morales dont la responsabilité pénale ne pourrait être engagée qu'à la condition de caractériser dans tous ces éléments constitutifs sur une personne physique, avec une absence de règle totale, de savoir si on poursuit et où, hein, vous voyez, la personne physique ou son dirigeant, parce que finalement, là, aujourd'hui, on est complètement dans l'arbitraire, en tout cas, en termes d'opportunité des poursuites, eh bien là, il y a un frein qu'il faudrait, à mon avis, traiter avec des règles claires, précises, pour éviter, car trop souvent, lorsque les entreprises sont d'accord pour faire une CGIP, la question du sort des personnes physiques est un achoppement et qui est par ailleurs tout à fait compréhensible. Merci beaucoup, François-Xavier Dulin. Quel est votre regard sur ces questions? Alors, sur le sort des personnes physiques, pour nous, c'est comme on est encore effectivement en culotte courte, c'est encore quelque chose un point qui est particulièrement questionnant, intéressant, qui n'a actuellement pas trouvé de solution et les rares fois où le parquet a essayé d'envisager un règlement global entre la personne physique et la personne morale, ça n'a pas forcément été très heureux lorsque le juge a dû se pencher sur le cas. La difficulté aussi qu'on a, nous, sur le règlement du traitement des personnes physiques, c'est que on ne souhaite pas non plus, et ça je pense que c'est entendable, que certaines personnes physiques, parce qu'elles sont proches des personnes qui négocient avec le parquet national financier au nom de la personne morale, puissent, entre guillemets, traiter leur situation pénale, alors que celles qui sont plus loin de la personne morale, mais celles qui effectivement
sont dans la commission des faits parce que les faits, il faut quand même qu'ils soient commis aussi par des personnes physiques, pas nécessairement organes ou représentants de la personne morale, mais des personnes physiques tout de même, que celles-là, elles soient complètement exclues des négociations et que finalement, ce soit sur elles que retombe l'entière responsabilité, en tout cas au niveau des personnes physiques, parce qu'elles n'ont pas été incluses dans la négociation. Et la personne morale étant un organisme relativement indéfini, on peut penser que certaines personnes physiques, même loin des dirigeants, ont commis les faits peut-être pour un petit peu leur bénéfice, mais surtout au bénéfice de la personne morale. Donc la question de la poursuite de la personne physique est difficile à traiter et je pense qu'on n'est pas prêt de la résoudre, sauf si le législateur nous donne des cadres particulièrement précis. Voilà, je n'aimerais pas être législateur pour donner des cadres très précis sur le sujet. Pour répondre au professeur Perrier, effectivement, la CEGIP, elle est essentiellement parisienne s'agissant des CEGIP économiques et financières. Moi, je pense qu'il y a une question de négociation. La négociation prend énormément de temps. On a face à nous des personnes morales qui sont puissantes, qui sont richement dotées, entre guillemets, et notamment richement dotées d'avocats de grande qualité, qui sont peut-être les avocats qui iraient aussi irriguer les juridictions dans les territoires, comme on dit maintenant. Je crains qu'un parquet qui par ailleurs, qui est un parquet classique, c'est-à-dire qui a à gérer la délinquance de voie publique, c'est-à-dire toute la délinquance générale, ce qui est finalement ce qu'attend le citoyen, je crains que le parquet, et notamment son procureur ou la procureure, ait des difficultés à se consacrer et à traiter extrêmement convenablement la négociation de CEGIP. Nous, une négociation de CEGIP, c'est plusieurs magistrats, plusieurs assistants spécialisés et notamment des assistants spécialisés en comptabilité pour tout ce qui est calcul de l'amende. Donc c'est pas quelque chose qui est très simple, même pour nous, c'est quelque chose qui est très compliqué. La CEGIP et qui dure quand même sur un certain nombre de mois, voire un certain nombre d'années quand il s'agit de travailler et le fond du dossier et la sortie du dossier, puisque je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait le faire. Et puis la dernière chose que je voudrais dire sur la justice négociée, c'est que je pense qu'il y a un problème de culture, comme vous l'avez dit. On n'est pas du tout en France, et notamment à l'École nationale de la magistrature, que je connais beaucoup mieux que les écoles d'avocats, mais on n'est pas du tout dans une formation sur la justice négociée. On n'est pas du tout sur une formation sur la manière dont on doit traiter avec les avocats. On n'a pas de formation sur la foi du palais, par exemple, qu'un ancien premier président de la Cour de cassation, pourtant extrêmement valeureux, avait déclaré morte, la foi du palais. Au PNF, la foi du palais, elle est tout le temps présente. Une négociation de CEGIP sans foi du palais n'est pas une négociation de CEGIP. Il est hors de question que la négociation sorte dans la presse ou sorte même dans le petit milieu des avocats et des magistrats parisiens, s'agissant des CEGIP du PNF, je parle, si la CEGIP n'est pas allée au bout. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a une problématique de culture. On est loin de la difficulté de savoir si les avocats et les magistrats s'entendent bien, qui est la sempiternelle ritournelle actuelle. Est-ce qu'on doit faire des journées où on se dit qu'on s'aime et puis finalement à l'audience, après, l'audience qui reste un lieu de débat, donc ça reste un lieu où on doit pouvoir se dire les choses de manière assez ferme et assez franche, mais il faut aussi peut-être travailler et notamment à l'école de la magistrature, sur la négociation, la manière dont on travaille avec des avocats, où on travaille en confiance avec des avocats, et même, j'ose dire, avec des avocats devant qui et face à qui on ira à l'audience et on n'ira pas et on n'hésitera pas à tenir notre rôle de procureur de la République. Je pense qu'il faut qu'on ait cette schizophrénie qui nous permette de tout faire, et ça, c'est une problématique de culture. Merci beaucoup. Je propose que la salle ou les personnes derrière l'écran puissent poser des questions désormais, qu'on ouvre le débat vers vous pour pouvoir interagir un petit peu. Il nous reste 15 minutes. Peut-être en attendant que les participants puissent poser leurs questions, j'ai envie de vous poser une question qu'on n'a pas du tout abordée au travers des échanges de ce matin. C'est la question de la place de la victime dans cette justice négociée, notamment peut-être plus particulièrement dans le cadre de la CRPC, mais de façon plus générale si on veut ouvrir la question. Cadre pratique.
En matière alors simplement pour l'écarter très vite, mais en matière de CEGIP, la question avait été, soulevée par le Conseil d'État qui avait, émis un avis défavorable, hein, sur le projet de loi Sapin, avant que ça revienne par amendement. Ce qui était un peu étrange d'ailleurs parce que initialement les hypothèses visées, corruption et trafic d'influence, la question de la victime se pose assez peu. Depuis l'évolution du champ d'application de la CEGIP conduit à le poser, on voit qu'il y a souvent d'ailleurs des associations de défense de l'environnement qui sont celles qui peut-être d'ailleurs apportent l'affaire au procureur territorialement compétent. Il y en a eu beaucoup au Puy-en-Velay, mais c'est parce qu'on a des fédérations de pêche très dynamiques en Auvergne. Quoi qu'il en soit, s'agissant des CRPC ensuite, alors c'est une attention qui est particulièrement une préoccupation particulière pardon, de la part du législateur, puisque tant en 2004 et nouveau en 2019, il a voulu renforcer l'attention du juge à l'égard de la victime. Il est notamment prévu désormais que parmi les raisons qui peuvent conduire le juge à ne pas homologuer l'accord qui a été conclu, il y a la considération de la victime que l'accord ne permettrait pas seulement de satisfaire dans ses intérêts économiques, mais aussi en termes de droit au procès pénal, au droit d'en débattre. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a un champ d'application de la CRPC qui est un peu complexe, un peu une complexité relative, puisque depuis l'origine sont écartés certains délits, dont l'homicide involontaire. C'est pas la gravité de la peine encourue ici, hein, c'est 3 ans, mais plutôt la gravité intrinsèque des faits qui conduit à dire il y a une personne qui est décédée, des proches qui ont perdu un être cher, et on ne peut pas régler cette affaire uniquement par une peine négociée, alors même que les peines prononcées peuvent être des peines qui sont tout à fait dans le champ de la CRPC. Et puis lorsqu'on a élargi le champ d'application de la CRPC en 2011, on a passé le seuil à 10 ans, tous les délits sauf les délits d'atteinte aux personnes, punis d'une peine supérieure à 5 ans. À nouveau, on aurait pu dire bah, les magistrats du parquet sont à même de considérer ce qui est utile de faire ou de ne pas faire d'ailleurs. Hein. Mais on a voulu limiter par la loi la possibilité d'aller en CRPC lorsqu'il y a une victime personne physique, là on est sur des atteintes aux personnes, pour des faits d'une gravité au regard de la peine encourue qui sont importantes. Après, donc ça c'est l'attention que porte le législateur. Il y a la pratique ensuite de la CRPC. Je crois d'abord que certains magistrats du parquet n'aiment pas faire des CRPC, et c'est encore plus vrai pour les compositions pénales, lorsqu'il y a des victimes, considérant que c'est pas le bon objet, c'est pas le bon outil, qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas là pendant l'accord, elle vient devant le juge d'homologation, c'est pas très commode. Alors tous n'ont pas la même approche de la matière. Et puis quand on prend ensuite le- la pratique de la composition pénale, là on a quasiment la moitié c'est du délit routier, donc la question de la victime ne se pose pas. Et la CRPC, on a aussi du délit routier, on a beaucoup d'infractions qui sont par nature sans victime. Ça n'est pas exclu de faire des infractions avec victime, mais en tout cas, la plupart du temps, les faits sont simples, reconnus préalablement. On commence à voir un petit peu des CRPC en trafic de stupes, y compris au cours de l'instruction, mais c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de victime à proprement parler. Moi, dans ce qu'on avait pu étudier, mais j'ai pas une connaissance des 120 000 CRPC qui sont réalisés chaque année en France, hein, c'est très marginal, alors même que la loi le permet, d'avoir des CRPC avec une victime, personne physique, qui aurait subi une atteinte à son intégrité. Écoutez, la question que vous posez, elle pose la question plus générale de la, alors, disons victime. C'est vrai que dans le cas d'une CRPC, s'il y a un aveu de culpabilité, juridiquement, c'est une victime. Dans la phase de négociation, c'est un plaignant ou une plaignante. Et c'est vrai que cette bizarrerie du code de procédure pénale qui prévoit un envoi à victime me fait toujours tousser, car, me semble-t-il, le même code de procédure pénale prévoit que vous êtes présumé innocent. Je ne vois pas comment, avant l'audience, on peut prévoir d'envoyer un avis à une victime alors que la personne que vous jugez est présumée innocente. Bref. Pour les affaires les plus simples, et en tout cas pour les atteintes aux biens, par exemple, en cas de CRPC, ça ne me pose pas a priori de difficultés particulières et qu'il y ait une prise en compte et une indemnisation du préjudice. Ça m'apparaît assez simple. D'une manière générale, est-ce que la justice négociée qui rend la main véritablement au ministère public, qui n'a pas le monopole avec la citation directe, bien sûr, mais globalement, qui exerce l'action publique. Ma crainte est si on donne trop d'importance, et disant cela, ce n'est pas dire que les gens qui se prétendent victimes d'une infraction pénale ou qui sont victimes d'une infraction pénale n'ont pas de droit. Mais il ne faut pas que cette justice négociée, qui est aujourd'hui
sur des rails et vraiment d'une discussion sur l'action publique entre le ministère public et la personne suspectée, soit, je dirais, perturbée par un troisième acteur qui, normalement, n'a aucun levier sur l'action publique. Personnellement, et je sais que ma position est ultra minoritaire, voire choquante pour certains, mais moi, je suis pour que les gens qui sont victimes d'une infraction ou qui prétendent être victimes d'une infraction ne soient pas une partie au procès pénal. Alors, je sais que c'est pas du tout dans l'air du temps, que toutes les là, mais je trouve que l'action publique est dans des dossiers où il y a une vraie déclaration de culpabilité recherchée avec des faits contestés, comme en matière criminelle par exemple, il y a, je pense que le ministère public est tout à fait capable de porter effectivement l'accusation. Et on constate, et on l'a vu dans les procès effectivement terroristes, on a vu qu'avec le grand nombre de parties civiles, il y a eu une difficulté dans l'organisation du procès, car il y avait tellement de questions posées dans l'ordre de questions que ceci a perturbé. Alors c'est un procès évidemment tout à fait exceptionnel, et il ne s'agit pas de dire que il n'est pas possible de porter la voix des victimes, mais c'est une question qui se pose. Et moi, le risque que je vois, c'est que le chemin qu'a pris le législateur depuis toutes ces années sur l'importance, le rôle donné aux gens que le Code de procédure pénale qualifie encore de victimes, de parties au procès pénal, ne vienne finalement complexifier une discussion qui ne doit porter que sur l'action publique dans un premier temps, et à partir du moment où il y a une CRPC, même s'il n'y a pas d'accord sur l'action publique, eh bien, il y aura un jugement de culpabilité définitif qui permet de saisir les juridictions civiles. Les gens qui se prétendent victimes d'une infraction ont d'autres moyens que d'aller exercer l'action civile nécessairement devant le juge pénal, qui certes peut le faire. Et dans les CGIP, à partir du moment où il n'y a pas de déclaration de culpabilité et que l'entreprise ne reconnaît pas sa responsabilité, qu'elle paye une amende, qui est d'ailleurs une amende civile, je ne vois pas, et en tout cas ce n'est pas mon souhait, de voir d'éventuelles associations de gens plaignants venir, même si elles étaient à l'origine de la dénonciation des faits, eh bien le parquet s'en saisit, c'est lui qui choisit, qui a l'opportunité, et puis il y a d'autres modes de règlement. Donc, en ce qui me concerne, je dis attention à cette, qui pour moi serait une dérive et qui viendrait enrayer un processus qui m'apparaît être en bonne voie concernant la mise en place des CGIP. Je- Juste pour rajouter une chose, s'agissant des CRPC, je pense qu'il y a un certain nombre de parquets qui s'en sont saisis, notamment en matière d'accident du travail, où la victime à l'audience, alors la plaignante à l'audience, a assez peu de rôle finalement, puisque les dommages et intérêts seront de toute façon très faibles en matière d'accident de travail. En revanche, moi, ce que j'ai vu de mon côté parquetier, mais je parle sous le contrôle des avocats qui ont vu, eux, de leur côté, tant du côté des parties civiles que du prévenu, c'est des audiences extrêmement techniques, notamment quand elles sont pas reconnues, et qui peuvent être très éprouvantes pour le plaignant qui entend le chef d'entreprise dire oui, mais je lui avais dit 10 fois de ne pas mettre la main à cet endroit-là, je lui avais dit 50 fois de ne pas faire ci, et c'est un peu de sa faute si finalement il a eu des blessures. Et donc je trouve, en tout cas, je trouve que si c'est bien préparé par le parquet, notamment par un appel de l'avocat de la victime, et voilà, pour expliquer exactement la manière dont ça allait s'envisager les choses, je trouve que même pour des faits d'une certaine gravité, dans lequel le procès pénal est finalement, j'ai l'impression parfois plus compliqué à vivre pour la victime que ce qu'elle ne le pense d'y assister, je pense que la CRPC est utile. S'agissant des victimes en CGIP, elles ont une part relativement minime, et donc nous, voilà, on travaille au fur et à mesure. Là, c'est vraiment du cas par cas. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Merci beaucoup. Nous avons une question dans le chat qui est la suivante. Le juge est-il juridiquement tenu par le refus de la victime lorsqu'une CRPC est proposée? Je vous laisse intervenir dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, juridiquement, non. Après, en opportunité, compte tenu des dispositions introduites par la loi de 2019 qui quand même l'invite à prendre en considération les intérêts de la victime, je ne sais pas si psychologiquement le juge va aller vers la CRPC. Ensuite, ça dépend aussi quelle est la raison pour laquelle la victime s'oppose à la CRPC. Si elle souhaite un procès pénal, c'est une chose peut-être que le juge peut entendre. La seule chose sur laquelle éventuellement
la victime peut ensuite contester, enfin peut se faire valoir, c'est les dommages et intérêts. S'ils ne sont pas fixés par le juge, la victime a la possibilité de saisir le tribunal des seuls intérêts civils. C'est la même chose en matière de composition pénale, d'ordonnance pénale, etc. Ce qui est toujours un peu étrange d'ailleurs d'introduire devant le juge pénal un débat privé dès l'origine de toute dimension pénale, puisque tout ceci a déjà été réglé. Et ensuite, si le juge statue sur les dommages et intérêts, alors la victime peut faire appel des seuls intérêts civils, comme d'ailleurs le condamné lui aussi peut faire appel. Alors, c'est pour préserver le droit à un double degré de juridiction qu'on l'a introduit. Et je pense qu'il y a peu d'appels en matière de CRPC tout de même. Mais la victime pourrait le contester. Donc là, il y a juridiquement la possibilité pour la victime d'aller contester ou d'aller demander des dommages et intérêts. Par contre, elle ne peut pas juridiquement s'opposer à la CRPC. C'est juste une sorte de pression, mais au sens positif du terme, hein, qui va peser sur le juge de devoir prendre en considération cette position de la victime pour veiller quand même à ce que la procédure mise en œuvre remplisse son office de justice quand même. Il n'y a pas d'autres réactions? Alors, je crois que nous avons épuisé les questions. Y en a-t-il dans la salle avant que nous clôturions? Oui. D'abord, merci beaucoup pour vos brillantes interventions. Oui, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu évoquais, Emmanuel, à propos de la possibilité aux États-Unis de saisir le juge pour vider certaines questions, je dirais, procédurales. Bon. J'aimerais avoir la réaction de Monsieur Dulin sur cette possibilité qui serait ouverte par le législateur en cas de désaccord dans les discussions entre la défense et le parquet sur un problème de nullité, sur un problème de demande d'acte, d'ailleurs, qui pourrait être formulée par la défense, qui serait refusée par le parquet, sur le problème de prescription. Vous voyez, de possibilités donc pourrait offrir le législateur de saisir un sorte de JLD finalement pour trancher cette question avant même, sans que cela ne remette en cause le principe de la discussion. Ça, c'est ma première question. Et puis, Est-il possible de parler un tout petit peu plus dans le micro parce oui, que bien derrière sûr. l'écran, il Ok. est difficile Ah, d'entendre. d'accord, pardon. Merci Voilà, beaucoup. là, je me rapproche encore plus. Voilà, c'est la première question. Je sais pas si... Merci maître. Moi, je suis partant pour tout et notamment les nouvelles choses. Donc, je trouve ça particulièrement intéressant et je pense que ce serait très intéressant de pouvoir aller devant le juge pour fixer certaines choses et notamment quand on est en début de négociation, de pouvoir même fixer certaines orientations en se disant, voilà, plutôt que de se mettre dans la tête du juge, d'aller clairement demander au juge, qu'est-ce que vous pensez de ça? La difficulté, c'est que je crains que on ait des problématiques avec l'impartialité et les modalités dont on fonctionne en droit français. Et je crains que si on va voir un juge au début pour lui exposer notre affaire, tant avocat que parquetier, je crains que ce ne soit pas lui qui puisse à la fin intervenir pour valider notre Oui, accord. ça Donc pourrait être oui, un mais autre. résultat, vous souhaitez aller voir le juge pour sécuriser un peu les grandes lignes de votre accord, et puis ce sera pas lui qui sera en validation, ce qui risque de poser problème parce que avec son indépendance, le juge de validation pourrait avoir une vision opposée de celle qu'a eu le premier juge qui nous avait dit allez-y. Donc voilà, moi je suis tout à fait d'accord, mais là on passe, je pense, dans une procédure qu'il va falloir complètement inventer. Mais moi je suis prêt à l'inventer avec vous. Et puis, dernière Peut-être juste question. pour Juste une autre apporter sur, petite réponse, oui, voilà. oui, non, sur ce point, parce que c'est une question parfaitement évoquée, c'est la question de l'autorité de la décision qui sera rendue par le juge. On a une procédure qui est un peu étrange, qui a été introduite aussi en 2019, l'article 802-2, qui permet de saisir un JLD entre les 6 mois et les 1 an d'une perquisition, qui est assez peu utilisé par les avocats. Et moi, je conseille aux avocats de ne pas l'utiliser parce que on n'a pas d'accès au dossier, on ne sait pas quelle va être l'autorité de cette décision. Si on le soulève, cette nullité au cours de l'enquête, est-il encore possible de soulever la nullité au cours de l'instruction, s'il y en a une, ou devant le juge de jugement? Enfin, toutes ces questions-là ne sont pas réglées, alors même que dans une phase qui est dynamique, on est dans l'hypothèse où il s'agit de saisir un juge au cours d'une enquête préliminaire, qui est désormais quand même la voie principale d'investigation au PNF. Quand il y a une instruction, si la CJIP est au cours d'instruction, ces questions-là, elles ont pu être tranchées déjà. Mais au cours de l'enquête, on n'a pas un nécessaire plein d'accès au dossier, même si le PNF, j'ai été attentif et soucieux
d'ouvrir un contradictoire. Donc, on va pouvoir poser des questions. Alors, sur la prescription, c'est une chose, mais quels sont les actes interruptifs qui ont pu être réalisés? Est-ce qu'on a la connaissance de l'intégralité des actes? Bref, entre la connaissance insuffisante du dossier et l'absence de certitude sur l'autorité de la décision rendue, qui pose la question de savoir quelle sera la lecture du deuxième magistrat, je pense que c'est compliqué. C'est pas impossible, hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à construire. Ultime question. Oui, pardon, c'est tellement passionnant qu'on en a tellement. C'est la question de savoir, on a évoqué, et je crois que il y a eu un cas réel de prévenus qui ont accepté ou de mise en examen qui ont accepté finalement une CRPC, donc ont été condamnés, et puis les autres qui ne l'avaient pas été sont été renvoyés dans le tribunal correctionnel, et alors qu'ils étaient dans une situation identique au premier, ont été relaxés. Bien. Bon, le procès est en appel, je crois. Voilà, c'est ça, exactement. Si in Ce qui fine, a fait considérablement augmenter le taux de relax du PNS, qui est en principe très faible d'ailleurs, par ailleurs. si in fine, cette relaxe est confirmée, à votre avis, ne conviendrait-il pas pour ces personnes qui ont accepté la CRPC et qui étaient encore une fois dans une situation identique? N'y aurait-il pas nécessité d'une procédure de révision quelque part? Parce que là, on a quand même, je dirais, une inégalité flagrante devant la loi. Alors, non, mais simplement, je comprends la difficulté. On pourrait avoir la même si on a deux prévenus condamnés en première instance. L'un fait appel, l'autre non. L'un est relaxé en appel, l'autre non. Et donc, on aurait une condamnation définitive à l'égard du premier, alors de l'hypothèse où le parquet ne fait pas appel incident, etc. Mais enfin, voilà. Et alors ça, pour avoir étudié le sujet et notamment être allé dans les grimoires dans la bibliothèque du tribunal de Paris il n'y a pas très longtemps, la Cour de cassation en 1906, elle n'a aucune difficulté avec ce genre de problème. Mais alors, aucune. Comme souvent. Comme souvent d'ailleurs. Comme ça, j'ai pu remonter jusqu'à 1806. Bravo. 1906. Alors après, c'est plus, enfin, disons que il y a un risque plus systémique dans l'hypothèse que tu évoques, parce que quand un prévenu fait appel, souvent il y a un appel incident, ensuite les autres co-prévenus sont invités à le faire. C'est pas systématique du tout, hein, dans des dossiers, en particulier des dossiers où il y a plusieurs prévenus, des entreprises qui finalement sont satisfaites de la condamnation prononcée en première instance, parce que s'agissant des peines qui ont été prononcées, il n'y a pas d'incident sur l'activité économique, c'est simplement une amende. Tu peux avoir les personnes physiques qui continuent à faire continuent la procédure parce qu'elles ne sont plus directement touchées. Donc voilà, en matière de CRPC, c'est vrai que le risque il est plus large. Après, je crois que c'est quand même le cas particulier parce que, à nouveau, encore une fois, l'usage qui est fait de la CRPC, je suis d'accord, hein, c'est pas de la négociation face à une incertitude sur les faits. Ce qui peut être le cas de la CJIP quand je dis incertitude sur la qualification, sur des questions juridiques. Donc, ce sont des faits qui sont en général peu sérieusement contestables. Après, tout le monde peut contester tout et n'importe quoi, mais et donc l'hypothèse d'avoir une relaxe, elle peut être sur des terrains, sur des questions juridiques, hein, c'est-à-dire la procédure n'était pas régulière, donc ça c'est une vraie question, mais sur le principe même de la condamnation, enfin voilà. Après, ce qu'on disait aussi, hein, c'est un enjeu aussi surtout pour la profession d'avocat, hein. Mais c'est juste une seconde. Tu prends un dossier je dirais classique, un favoritisme, et une entreprise poursuivie pour recel de favoritisme. Elle choisit de faire une CRPC. Donc elle est définitivement condamnée pour recel de favoritisme, et le maire poursuivi est définitivement relaxé du même favoritisme. Le recel étant une infraction de conséquence, on est donc dans une situation où il peut pas y avoir d'infraction. Donc c'est une question effectivement, mais qui est tranchée aujourd'hui par la chambre criminelle, mais qui effectivement n'est pas sans poser de réelles difficultés, tout à fait. Merci à tous les 3 pour, vos interventions, riches. Nous avons pu constater que la justice pénale négociée pose beaucoup de questions. Ce que l'on retient aussi de vos interventions, c'est que finalement, elle est encore en construction et en pleine évolution. Nous aurons sûrement à en rediscuter, dans les années à venir. Nous suspendons du coup pour la pause déjeuner et reprenons à 14h.